Secteur de la pêche en 2015, plus de 188 000 tonnes exportées pour plus de 194 milliards de francs CFA. Les produits made in Sénégal s'imposent sur le marché mondial, le chinchard et les sardinelles notamment, bon pour le printemps à l'heure de la rupture du jeûne. Ramadan justement, quand les uniformes font marcher tout un business, tailleurs et commerçants se frottent les mains grâce à toutes ces tenues que les associations d'Aïra ou autres organisations commandent pour les innombrables conférences religieuses qui se tiennent en ce mois béni. Dans le même temps, les sonneries de téléphone changent, le spirituel s'impose au moment où les musulmans se préparent à célébrer la nuit du destin, Laylatul Qadr, à chercher dans les 10 derniers jours. C'est l'objet de la chronique Ramadan. Bonsoir à tous. Le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Sareddine Mezouar est venu rendre compte du suivi des engagements pris lors de la visite du roi Mohamed VI à Dakar. Le niveau d'exécution est satisfaisant selon le diplomate qui a transmis au président Macky Sall les salutations fraternelles amicales du roi Mohamed VI. Voici Sareddine Mezouar. J'ai eu d'abord l'immense plaisir de rencontrer son Excellence le Président Macky Sall, à qui j'ai transmis les salutations fraternelles de Sa Majesté, son frère Sa Majesté le roi Mohamed VI, et toute l'amitié que lui porte Sa Majesté et que porte le peuple marocain au peuple sénégalais. Depuis la dernière visite de Sa Majesté au Sénégal, il y a eu naturellement un pilotage, un copilotage de suivi de tous les engagements qui ont été pris des deux côtés, avec mon frère et ami Mankeur Ndiaye. C'était l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement de la coopération. Les deux chefs d'État insistent sur la nécessité d'un suivi régulier, rigoureux, à chaque fois qu'il y a une difficulté, la dépasser, la régler et de rendre compte systématiquement. Donc nous sommes dans ce processus de suivi, de coordination, de rendre compte également pour que les deux chefs d'État s'assurent que les engagements qui ont été pris devant eux, aussi bien par les opérateurs privés que par les opérateurs publics, sont respectés. Je peux dire avec grande satisfaction aujourd'hui que l'état d'esprit dans lequel on travaille, grâce au groupe d'impulsion et grâce également à l'impulsion des deux chefs d'État, fait qu'aujourd'hui il y a une fluidité dans la mise en œuvre des objectifs et des projets, et je crois que nous sommes en train véritablement d'ériger un modèle de coopération et de partenariat véritablement exemplaire, à tel point que les deux équipes des deux côtés travaillent comme si c'était une seule équipe. Et cet état d'esprit est très positif, il augure de beaucoup de bonnes choses. J'ai convenu également avec mon frère Mankeur de réunir le groupe d'impulsion lors de la dernière semaine du mois de juillet, comme c'est prévu que ça se tienne à Casablanca cette fois-ci. Ce sera l'occasion de refaire encore l'état des lieux et de rendre compte à nos chefs d'État. Le président de la République a également reçu une délégation de la Société financière internationale, la SFI, qui va s'impliquer dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, notamment dans le financement des petites et moyennes entreprises. Jin Dong-hua, vice-président et trésorier de la Société financière internationale, est au micro de Oumar Ning. Nous avons parlé dans le cadre du plan Sénégal émergent, il y en a au moins 2 ou 3 défis. La première, c'est d'augmenter le financement aux petites et moyennes entreprises. Ces petites et moyennes entreprises, en général, font de la commerce qui est vendu en monnaie locale, et nous voulons voir un peu comment nous pouvons lever des fonds en monnaie locale pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises à accéder à l'argent où ils n'ont pas le risque de taux d'échange. Donc ça, c'est la première chose, et pour ça, il faut développer des marchés en capitaux. Et la SFI est l'un des leaders mondiaux dans le développement des marchés en capitaux. Donc nous sommes venus parler avec le président. Ce que nous pouvons faire avec notre vice-président de la trésorerie, c'est nous levons les épargnes des autres pays, surtout dans les pays développés aujourd'hui où le coût de l'argent est presque négatif. Nous pouvons lever cet argent, ces fonds, pour les amener dans les pays où nous avons besoin de développement dans l'infrastructure, l'énergie, les transports, les routes. Et donc pour faire ça, il faut développer un marché des capitaux, un marché qui est financé
financé par la monnaie locale, par le CFA. Donc l'entretien aujourd'hui était de voir comment est-ce que nous pouvons supporter le plan Sénégal émergent et les petites et moyennes entreprises à travers la levée des fonds locaux avec la monnaie locale. C'est quelque chose que nous avons fait dans d'autres pays et nous aimerions aujourd'hui le faire dans la zone CFA et au Sénégal en particulier. Un conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations s'est tenu ce matin pour cette saison. C'est le programme décennal entamé en 2012 qui va être renforcé. Les actions seront combinées à celles de la prévention contre les maladies et l'insalubrité. Rencontre présidée par le Premier ministre Oumou Baldé. Comme chaque année, à pareille période, la machine de lutte contre les inondations est mise en branle. Tous les acteurs concernés se sont retrouvés autour du chef du gouvernement pour définir le dispositif idoine pour parer à toute éventualité. Pour cette saison, l'accent est mis sur le renforcement des acquis. L'objet de la réunion a été décliné en 3 points. Premier point a porté sur l'évaluation des mesures déjà engagées sous la direction du ministre en charge du renouveau urbain. Ce sont les mesures traditionnelles de prévention. Écrêtage, focardage, travail de curage, désensablement, pompage, évacuation, désherbage. Dans le cadre de la stratégie du plan décennal de lutte contre les inondations, cette stratégie est de portée nationale. L'autre point important du dispositif est de combiner la prévention de risques d'inondation à celle menée contre les maladies liées à l'hivernage et à l'insalubrité. Des actions de sensibilisation à court terme que l'on doit continuer, notamment à travers le ministère en charge de la gouvernance locale, qui doit renouveler auprès des maires la circulaire qu'il leur avait envoyée, notamment en matière de salubrité des propriétaires des localités. C'est une série de mesures préventives. Et pour cette série de mesures préventives, l'enveloppe immédiatement disponible se monte à près de 900 millions de nos francs. Deuxième série d'actions, les mesures réactives, qui sont gérées dans la perspective d'un budget de réserve, au cas où le besoin se ferait sentir, avec les dispositions et les diligences requises pour leur décaissement rapide. Et cette deuxième composante du budget de la matrice d'action prioritaire se chiffre à 1 milliard. Et troisième élément, la coordination. Cette synergie d'action a aussi impliqué l'ANACIM, qui annonce une pluviométrie abondante. Les acteurs peuvent ainsi lancer la machine afin de prévenir tout risque d'inondation et ce qui va avec. Nous reparlons du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les acteurs sont unanimes à saluer la pertinence de la création de cette nouvelle institution. Élus locaux et experts en décentralisation placent un grand espoir quant au rôle de vecteur de la promotion des pôles de développement territoriaux qu'elle devra jouer. Mamoudou Samambaoua. Rufisque dans la salle des fêtes. Les conseillers du département examinent et adoptent au cas par cas les projets de délibération. Mais le Haut Conseil des collectivités territoriales est dans tous les esprits. Ils sont d'ailleurs invités à s'inscrire, séance tenante, sur les listes électorales des hauts conseillers. Il ne restait plus que quelques heures avant la clôture des inscriptions. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle institution qui est acceptée par l'ensemble des collectivités locales, par l'ensemble des acteurs des collectivités locales et qui vient à point nommé. Donc c'est avec intérêt, c'est avec reconnaissance que l'Association des départements du Sénégal voudrait saluer cette initiative majeure du président de la République. Initiative salutaire, c'est aussi l'avis des pionniers de la décentralisation au Sénégal. Le Haut Conseil des collectivités locales vient en ligne droite après l'acte 3 de la décentralisation et permet aux collectivités locales, qui sont au nombre de 599 au Sénégal, d'avoir une structure où s'exprimer et avoir une structure également qui veille sur leurs problèmes. La décentralisation aujourd'hui, je pense, est un aspect fondamental dans toute politique publique parce que le développement, avant d'être national, le développement doit déjà être pensé localement et se passer au niveau des territoires. Rufisque a suivi avec intérêt le processus de création du Haut Conseil. Et c'est le cas partout au Sénégal.
Awa Gueye-Thioune est experte en décentralisation et développement local. Selon elle, l'intérêt que suscite le Haut Conseil des collectivités territoriales se justifie. En 2013, nous avons franchi une étape importante dans la politique de décentralisation, à savoir la territorialisation des politiques publiques, avec la réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation. Et nous avons besoin, à un certain moment, de pouvoir créer une sorte de passerelle entre les collectivités locales et l'État central, et il faudrait créer un dispositif, un réceptacle pour pouvoir recevoir toutes ces préoccupations qui se passent au niveau local, ou bien toutes ces bonnes expériences qui se passent au niveau local. Des préoccupations, le département de Rufisque en a. D'ailleurs, le conseil départemental a un dossier à soumettre à la nouvelle institution. Réglementer déjà les problèmes de frontières qui existent entre le département de Rufisque et le département de Thiès. Vous savez, beaucoup de nos conflits se situent au niveau de nos limites territoriales respectives. Nous avons 12 collectivités locales. Nous travaillons beaucoup dans la mutualisation et dans l'intercommunalité pour porter ensemble notre mission première, c'est-à-dire promouvoir le développement économique de nos collectivités locales et de nos localités. Nous pensons donc, à travers la création du Haut Conseil des collectivités locales, cette innovation majeure dans la mutualisation de nos compétences respectives nous donnera qu'un coup de fouet supplémentaire. Pour les spécialistes de la décentralisation, il n'y a pas péril en la demeure. Le Haut Conseil va aider à ajuster et à accorder les violons de la territorialité. Il y a une disparité fondamentale entre Dakar et le reste du territoire. Et il est important qu'on puisse avoir un mécanisme qui permet de pouvoir aider l'État à recentrer les interventions des partenaires au développement. Et je pense que pour tous ces aspects-là, il est essentiel de pouvoir considérer ce Haut Conseil des collectivités locales comme une sorte d'œil au sens d'observatoire des institutions et aussi des économies locales. Il faudrait, je crois, compléter le dispositif institutionnel actuel par un dispositif fiscal et financier adéquat pour permettre aux collectivités locales dont je viens d'indiquer le nombre de pouvoir remplir leur mission. Participation, aménagement, appui, conseil et contrôle. Les attentes ne manquent pas. Et les territoires nourrissent l'espoir que le Haut Conseil va aider à plus de perfection dans la conduite de l'acte 3 de la décentralisation. Focus à présent sur cette mesure d'urgence de retrait de la rue de tous les enfants de moins de 18 ans. Cette décision du gouvernement est exécutée par le ministère en charge de l'enfance. L'objectif est de mieux protéger les enfants avec des mesures conformes aux lois en vigueur. L'implication de tous est nécessaire, indique le ministre Mariama Sarr, qui rappelle que la mesure est effective à compter de ce jour. Abassawa. Le ministre Mariama Sarr a décliné les ambitions du gouvernement de la République du Sénégal, ambition de retirer et de sécuriser les enfants exposés à tout risque dans les rues de Dakar et dans les autres régions du Sénégal. Le phénomène de la présence massive d'enfants dans les rues des principales villes de notre pays préoccupe vivement le gouvernement, la société civile et l'opinion publique. Ces centaines de milliers d'enfants sans aucune protection sont ainsi livrés à diverses formes d'exploitation et de maltraitance. Au nom du principe de l'intérêt supérieur des enfants et en application de la loi, le gouvernement a décidé de mettre fin à ces souffrances insupportables et violations graves des droits de ces enfants. Au-delà de son département, le concours de tous les services de l'État est souhaitable pour mieux protéger cette couche sensible et vulnérable à la fois, et tous les moyens vont être mis en œuvre pour mettre fin à ces différentes formes d'exploitation des enfants. Ce plan vise à retirer et réhabiliter les enfants exploités et en situation dangereuse. Il sera mis en œuvre en partenariat avec les différents services étatiques compétents, les collectivités locales, les organisations de la société civile et les communautés. Le retrait des enfants se fera avec le concours du ministère de l'Intérieur à travers la brigade des mineurs qui procédera en même temps à l'identification de tous les enfants
avant leur placement dans les centres d'accueil, dans les familles et les structures d'apprentissage. Cette phase sera suivie par un processus de réhabilitation qui permettra d'offrir aux enfants les services de protection nécessaires. Le but recherché est de procéder à leur retour. Les retours dans les régions se feront en relation avec les autorités administratives compétentes qui seront chargées de remettre les enfants à leur famille. Ces différentes phases vont être mises en œuvre avec une politique de réinsertion à leurs familles respectives, comme pour redonner aux enfants leur dignité sociale. Réinsertion des enfants de la rue dans leur famille. L'opération a donc démarré bien avant la date retenue, initialement prévue après le Ramadan. Elle a débuté aujourd'hui dans plusieurs artères de la ville de Dakar. Voici le reportage de Philomène Constance Cagne. Le geste peut donner des frissons. Trouvés sur leurs lieux habituels de mendicité, les enfants sont contraints de suivre le mouvement. La surprise est visible. Certains se laissent prendre facilement, d'autres sont réticents car ignorant le sort qui leur est réservé. C'est une bonne initiative, car si ça continue, on risque d'avoir une jeunesse malsaine. Et ces enfants vont un jour grandir et entrer dans la délinquance s'ils ne sont pas suivis. À 15 ans, non seulement ils n'ont aucune sécurité. À n'importe quelle heure, surtout la nuit, on les voit traîner dans les rues, en train de mendier. On prie Dieu pour que l'État puisse poursuivre cette opération. S'il s'avérait qu'il abandonne, cela n'aurait aucun sens. Cette opération est la première initiée par le ministère de la Famille. Des mesures sont prises par le gouvernement pour le bon déroulement de ce plan de retrait des enfants talibés longtemps souhaité. Je crois qu'il est temps, après tant d'années, après beaucoup d'actions que le gouvernement a faites dans le sens de protéger ces enfants, que des actions hardies soient menées, n'est-ce pas, dans le sens de restaurer leurs droits. Aujourd'hui, c'est la conscience collective qui est interpellée. C'est la responsabilité des parents, la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de toute la communauté. L'UNICEF apprécie cette décision de l'État et s'engage à accompagner tous ceux qui sont responsables à la protection des droits des enfants à pouvoir le réaliser. Et donc nous accompagnons l'État, nous accompagnons les familles, nous accompagnons les communautés. L'univers de la rue, c'est un univers de violence pour les enfants. Je pense que c'est un acte républicain aujourd'hui de retirer ces enfants pour les protéger, pour assurer leur protection. Pour nous, de la société civile, c'est le début de la restauration des droits de ces enfants. Ces enfants, âgés pour la plupart entre 5 et 18 ans, sont retirés de la rue. Ils vont être réinsérés dans leurs familles respectives ou d'accueil. À défaut, des centres de protection des enfants serviront. Nous sommes prêts pour les accueillir, autant d'enfants qu'on nous amènera, parce que toutes les dispositions sont mises sur place pour leur accueil, que ce soit pour les assistants sociaux, prise en charge médicale, coucher, et tout. Ce retrait des enfants de la rue se fera progressivement sur tout le territoire national. L'accent est cependant mis sur Dakar, qui constitue la première phase avec un chiffre de plus de 30 000 enfants talibés mendiants. Il y a des mesures d'accompagnement, des mesures qui vont servir à appuyer les familles dans la prise en charge des enfants. C'est un travail qui va consister, n'est-ce pas, à identifier d'abord les problèmes de ces familles, mais aussi ce que nous avons toujours fait, n'est-ce pas, appuyer les familles dans des activités génératrices de revenus à travers le ministère de la Femme et d'autres institutions, mais également veiller à tous les aspects d'ordre éducationnel et social auxquels ces enfants sont confrontés dans les familles. Aux récalcitrants, un appel est lancé pour éviter les sanctions prévues à leur encontre. Ils doivent tenir en compte le fait que les enfants qui vivent sous leur chevet, sous leur responsabilité, doivent être bien éduqués et par eux-mêmes
le fait de les exposer dans les rues est un danger imminent et c'est de leur devoir de comprendre que la protection des enfants est une priorité, c'est une obligation qu'ils doivent respecter. Nous demandons à la population sénégalaise, et c'est ça le message fort que je veux lancer, il faut arrêter de donner dans la rue. Parce que c'est en donnant dans la rue qu'on crée le capital, le marché de l'aumône et le marché d'exploitation des enfants. Voilà moi ce que je voulais dire comme message. Enfants talibés ou enfants de la rue, les enquêtes qui vont être menées au cours de ce plan de retrait vont aider à les identifier. Des retours dans les familles vont être organisés avec tout le suivi nécessaire. Tout à fait autre chose à présent. Nous parlons des préparatifs de la campagne agricole 2016, direction le bassin de l'Anambé. Pour la saison 2015, 15 000 tonnes de riz paddy ont été produites par la Fédération des producteurs du bassin. Pour cette présente campagne, les producteurs comptent dépasser cette quantité. Ainsi, pour faciliter la commercialisation, un protocole d'accord pour un modèle de financement intégré a été signé entre les partenaires et la Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé. Salut Sek. Soutouré dans le département de Vélingara, région de Kolda, près du bassin de l'Anambé. Ici se trouve le siège de la Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé, une structure composée d'unions de groupements de producteurs de riz. C'est une organisation qui regroupe 4 unions hydrauliques. De ces 4 unions hydrauliques, nous avons 3 847 membres, des jeunes, des femmes qui travaillent dans la production de riz irrigué. En 2015, cette fédération a emblavé des milliers d'hectares dans les périmètres aménagés, ceci grâce à l'accompagnement de la Sodagri, ce qui a permis aux membres de la FEPROBA d'augmenter leur production en riz. L'année dernière, il y a eu au moins 3 000 hectares qui ont été emblavés dans le périmètre aménagé. Et sur ces 3 000 hectares, les rendements moyens étaient de 5 tonnes 500. C'est des chiffres même qui seront attestés par la DAPSA, donc il y a eu le FNDAPS qui est passé. Donc si vous avez 3 000 fois 5, donc c'est vrai à peu près plus de 15 000 tonnes de paddy en tout cas ont été produites dans la zone. Toutefois, ces producteurs sont confrontés à des difficultés pour écouler cette production. Pour régler cette question, un protocole d'accord de collaboration entre les partenaires est signé. Objectif, régler le déficit de commercialisation du riz paddy à travers le programme de financement intégré. Nous allons nous retrouver autour d'un modèle de financement intégré qui va permettre un peu de prendre en charge la dimension production, mais également la dimension mise en marché, sur la base d'un système de contractualisation entre les acteurs. L'avantage, c'est qu'il n'y aura plus de problème de crédit de campagne, il n'y aura pas de problème de crédit de commercialisation. On a choisi dans l'Anambé de se positionner comme acheteur, parce qu'on a une régie qui peut produire jusqu'à 3 000 tonnes par an. Donc on va essayer de voir d'ici entre Kédougou et l'Anambé comment on va élaborer un contrat d'achat de riz minimum 1000 tonnes dans l'année. Ce modèle de financement intégré a été expérimenté dans la vallée du fleuve Sénégal. Il a permis aux producteurs du Nord d'écouler leur stock. Ce protocole-là signé avec Natal Mbaye, avec le PPDC, avec l'USAID et la FEPROBA, nous permettra demain que les stocks destinés au remboursement soient écoulés très rapidement et que ces agro-industriels ciblés puissent virer les comptes au niveau de la banque pour qu'on puisse encore redémarrer une autre campagne. Pour une bonne réussite de ce modèle, les membres de la FEPROBA doivent augmenter leur production. Sur ce plan, les producteurs ont un partenaire de taille, le PPDC. Le projet pour le développement de la Casamance a mis à la disposition des membres de la fédération des équipements et des intrants. Pour cette présente campagne, on a acquis à travers la FEPROBA 241 tonnes de semences qui ont été achetées au niveau de la FEPROBA. On a aussi mis en place pour la zone 320 tonnes de NPK, l'engrais triple 15, dont les 200 tonnes c'est déjà au niveau du bassin. Et pour l'urée, on a mis environ 213 tonnes. Dans les 213, les 150 sont. Actuellement, on est environ entre 500 et 600 tonnes d'engrais qu'on a injecté et 241 tonnes de semences. Ça, c'est un accompagnement pour permettre vraiment aux producteurs du bassin ou du département de Vélingara, de manière générale, de pouvoir produire suffisamment. Pour toucher largement le sud du pays, ses partenaires comptent diffuser ce modèle de financement intégré au niveau des agriculteurs des régions de Sédhiou et Ziguinchor.
Près de 200 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel et des produits phytosanitaires remis à la DPV, la Direction de protection des végétaux, par le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. Ce lot de matériel est destiné aux acteurs de la filière mangue, des Niayes, du centre et de la Casamance. Il a été réceptionné au cours d'une cérémonie présidée par Alioune Sarr, le ministre en charge du commerce, Alassane Diédhiou. Des échantillons représentant une vaste gamme de produits phytosanitaires et des équipements de lutte contre la mouche des fruits. C'est ce que renferme ce don du projet Amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. Un don d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA destiné aux acteurs de la filière mangue des Niayes, du centre et de la Casamance. Au Sénégal, on a une capacité de production de 150 000 tonnes, mais qu'on peut augmenter à travers l'amélioration des chaînes de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, outre la production, il est extrêmement important qu'avec les partenaires techniques, qu'on puisse mener des activités pour lutter contre les ravageurs, mais également pour faire en sorte que la mangue sénégalaise puisse bien se poser au niveau des marchés d'exportation. 1200 producteurs avaient été déjà touchés. Maintenant, il s'agit de faire le suivi derrière pour voir comment ils vont mettre en œuvre ces formations qui ont concerné les bonnes pratiques agricoles ainsi que les techniques de lutte contre la mouche des fruits. Pour l'essentiel, le don est constitué de plusieurs milliers d'hectolitres de produits insecticides, plusieurs centaines de pulvérisateurs, des centaines de paires de bottes de travail standard, des gants de traitement, des combinaisons, des lunettes, des pièges artisanaux et du matériel de taille des arbres. Principaux bénéficiaires du don, les services, la protection des végétaux, la DPV et les acteurs de la filière apprécient ce geste. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, mais surtout de soulagement. Soulagement parce que la mouche des fruits est un fléau qui est entré au Sénégal depuis 2005. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années. Nous avons essayé plusieurs formules pour lutter contre cette mouche et qui est aujourd'hui dans l'espace CEDEAO. Tous ces appâts alimentaires sexuels reçus vont nous permettre d'intensifier la lutte contre ces ravageurs-là qui vraiment déciment la production de mangue. Par-delà l'acte symbolique, l'enjeu économique et social qui sous-tend l'émergence de la filière mangue est bien saisi par les autorités sénégalaises. Ce matériel d'une valeur de 200 millions permettra justement à ce que l'un des fléaux majeurs de la mouche des fruits, qui est la mouche des fruits, qui provoque pratiquement 35 jusqu'à 40% de pertes post-récolte et qui détériore la qualité des produits exportés, naturellement que nous puissions lutter valablement contre ce fléau de la filière mangue. Et cette remise n'est qu'une des étapes des différentes procédures que nous allons engager dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Pour prendre la pleine mesure de l'importance de ce don en produits phytosanitaires et matériel de lutte contre la mouche des fruits, il faut rappeler que sur une production totale annuelle estimée à 170 000 tonnes de mangue, notre pays n'en exporte que 17 000 tonnes. Le talon d'Achille des différents maillons de la chaîne de valeur de la filière, c'est la non-maîtrise par les acteurs des techniques de lutte contre la mouche des fruits. En cela, ce don vient combler un gap. Dans le même temps, le processus de mise en place des chambres d'agriculture est en bonne voie. L'objectif est de réunir tous les acteurs du monde rural dans une assemblée élective. Au-delà des paysans, les transformatrices, les pêcheurs artisanaux sont aussi concernés. C'est dans cette optique que s'est tenu un CRD, un comité régional de développement. Le point avec Ndeye Aïdja. Réfléchir sur le statut, le financement et les missions des chambres d'agriculture à mettre en place prochainement, c'est l'objectif de ce CRD. Cette volonté des acteurs ruraux réaffirmée au chef de l'État prend donc de plus en plus forme. Un comité de pilotage avait été créé pour la mise en place de ces chambres rurales. Les chambres d'agriculture, au même titre que peut-être les chambres d'industrie et d'agriculture, c'est une assemblée générale qui sera élue à travers laquelle tous les opérateurs économiques vont être représentés. Et à ce titre, principalement, ce sera les opérateurs économiques qui s'investissent dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage et à travers toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation en passant par la transformation. L'objectif est de recueillir l'avis de toutes les parties prenantes. À la suite, un comité tripartite sera chargé de rédiger le rapport de ces échanges. On a discuté
la durée du mandat, mais aussi on a discuté également des modes d'élection et qui doit être membre et qui ne doit pas. Donc on a discuté beaucoup de choses par rapport au fonctionnement de cette chambre. Ces chambres d'agriculture devraient être considérées comme des établissements publics à caractère professionnel. Les acteurs présents ont insisté cependant sur la transparence. Dans la rubrique économie de ce jeudi, nous reparlons de la pêche qui est arrivée en tête des exportations en 2015 au Sénégal. 188 000 tonnes de produits halieutiques ont quitté le Sénégal en direction des marchés extérieurs, ce qui correspond à 194 milliards de francs CFA de rentrée de devises. Une avancée remarquable due principalement à deux espèces, le chinchard et les sardinelles. Aramnaoua. La pêche a toujours été dans le peloton de tête des exportations, mais cette fois, elle ne ferme pas le podium comme en 2014. Elle a fait mieux en se hissant sur la plus haute marche, avec un record de 188 000 tonnes pour des rentrées de devises de 194 milliards de francs CFA. Quand on a procédé à l'analyse des données, on s'est rendu compte que nos entreprises en 2015 ont été régulièrement approvisionnées. Et parmi les espèces qui ont dominé, en fait, nous avons relevé le chinchard et la sardinelle. C'est toute une histoire qui est derrière ce chinchard et ces sardinelles qui ont valu à la pêche cette place au soleil. Pour cette usine de pêche et d'armement qui tourne autour de 15 000 tonnes par an, l'histoire démarre en 2008. Après la crise financière de 2008, nous avons senti que les marchés étaient un peu essoufflés sur le continent européen et nous avons pris une stratégie de déploiement vers le marché africain. Nous l'avons fait à travers des produits comme le pélagique, qui n'étaient pas très chers et qui étaient disponibles pour le plus grand nombre. Et donc avec ce pélagique qui est le chinchard, qui est le diaye, la sardinelle qui est le yaboy et le maquereau qui est le weyang, nous sommes allés à la conquête du marché africain. Et nous avons investi dans une usine où nous travaillons près de 60 tonnes de pélagique par jour. Du pélagique acheté principalement de la pêche artisanale. Ce pélagique, combiné aux autres espèces nobles, fait vendre au Sénégal un peu partout dans le monde. En Espagne, en Grèce, en France, en Allemagne, au Portugal. Nous exportons aussi en Asie, au Japon, en Thaïlande et en Chine. Et en Afrique, nous exportons en Tunisie, en Égypte, au Mali. Notre plus gros marché est la Côte d'Ivoire, mais aussi le Cameroun. Les dernières statistiques révèlent que l'Afrique s'est taillée la plus grosse part des exportations du Sénégal, avec 66%, et est suivie par l'Union européenne 18%, et l'Asie 16%. Il s'agit bien entendu du volume exporté. Maintenant, si on raisonne en termes de valeur commerciale, alors la part de l'Union européenne reste jusqu'à présent prépondérante. La valeur commerciale au niveau européen, en fait, est de 40%. Alors, cela s'explique par le fait que, généralement, les espèces qui sont exportées en Europe ont une valeur marchande très élevée. Par exemple, le tchof coûte plus cher que la sardinelle. Malgré ses performances, le Sénégal a besoin de surveiller ses arrières. Il a deux principaux challengers en Afrique, le Maroc et la Mauritanie. Il a aussi des défis en interne. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours. Donc il faut en fait construire des quais de pêche modernes. Il faut également des aires de transformation. Et le programme frigorifique qui est en train d'être mis en œuvre par le ministère vise tout simplement à assurer une meilleure chaîne de froid aux produits halieutiques. Au niveau sous-régional, que nos autorités comprennent que le développement de l'Afrique se fera par nous-mêmes, qu'ils laissent le poisson du Sénégal aux Sénégalais, le poisson des Africains aux Africains, qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse faire ces exportations parce qu'on sait le faire. Vous avez vu ce boom, avec un peu plus de soutien, on ira un peu plus loin. La pêche gagne et c'est 17% de la population qui respire la forme. Le sous-secteur emploie 600 000 personnes au Sénégal
Avec 2% de contribution au PIB, une mamelle nourricière qui peut toujours faire plus avec ses 450 000 tonnes de production. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a célébré la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. La manifestation, organisée en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, est placée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Tiens, Abadja. La journée de la Renaissance scientifique a vécu. La communauté scientifique s'est donné rendez-vous dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. Une occasion de revenir sur le sens de la journée. Il s'agit essentiellement pour les pays membres de l'IA de commémorer à la fois la fin des travaux du premier congrès des hommes de sciences d'Afrique tenu à Brazzaville du 27 au 30 juin 1987 et de relayer le cri du cœur lancé à cette occasion par la communauté scientifique africaine sur l'impérieuse nécessité de conférer à la science, la technologie et l'innovation leur véritable rôle dans le développement économique, social et culturel du continent. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, au Sénégal, c'est le thème retenu pour cette édition. 30 ans d'existence, mais les OGM restent toujours une question complexe et l'État du Sénégal attend beaucoup de cette rencontre pour améliorer son cadre juridique. Au Sénégal, on reconnaît que les OGM constituent des produits issus d'outils technologiques extrêmement puissants, mais qui posent encore un certain nombre de préalables pour leur utilisation. Parmi ces préalables figure en particulier la nécessité d'avoir un mécanisme juridictionnel suffisamment équilibré, alimenté par un dispositif informationnel basé sur des données scientifiques. Il semble urgent d'engager une réflexion de fond sur cette question, afin de formuler des recommandations fortes pouvant contribuer à la mise en place d'un solide système non prohibitif de sauvegarde des intérêts du Sénégal en matière de réglementation d'utilisation des biotechnologies. De 1 700 000 hectares en 1996, les surfaces cultivées sont passées à près de 182 millions d'hectares en 2014. Une progression qui prouve que les OGM sont une réalité. L'État compte renforcer la surveillance en se dotant de nouveaux équipements. Nous avons procédé au dépouillement de l'appel d'offres pour l'achat d'un microscope électronique à balayage et d'un microscope électronique à transmission pour un montant de 780 millions. L'UCAD abrite déjà un centre UMOA sur les biotechnologies. Nous sommes en train de finaliser des négociations avec l'université d'Evry pour la construction d'une plateforme de biologie moléculaire et les négociations avec le groupe Atos pour l'installation d'un calculateur parallèle intensif de plus de 325 pétaflops est en cours. Un prix a été décerné à Malik Douara, représenté. Une façon pour l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal d'accompagner la politique éducative de l'État. Dans le sud du Sénégal, la zone militaire numéro 5 a un centre médical interarmé. L'infrastructure qui a coûté plusieurs millions de francs CFA est le fruit d'un partenariat entre l'armée et des entreprises. Avec un plateau technique très relevé, ce centre va réduire considérablement les évacuations vers Dakar. Désormais, les interventions chirurgicales, la radio et d'autres consultations pourront se faire au niveau du centre. Visite guidée avec Moussa Mané. Le nouveau bâtiment trône au milieu du camp Georges Boissy de la zone militaire numéro 5. Autrefois garnison, l'hôpital a grandi et devient aujourd'hui centre médical interarmé. Sa construction répond à une expression de besoin. Du centre médical de garnison, nous sommes passés à un centre médical interarmé qui se caractérise par de nouvelles infrastructures en chirurgie, en radiologie, etc. Et surtout par du matériel médical moderne qui fait que nous passons
à un hôpital de niveau 2. C'est ainsi que de nouveaux équipements sont arrivés pour plusieurs spécialités. Une visite guidée des lieux